Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au vidéoprojecteur Sony Bravia Projector 7, le VPL XW 1100ES, et je vais vous montrer comment régler le HDR sur ce nouveau vidéoprojecteur. C'est plus ou moins valable sur toute la gamme des vidéoprojecteurs Bravia de chez Sony. Alors, il y a des nouveautés par rapport aux anciens vidéoprojecteurs. Aujourd'hui on a un DTM, on a la possibilité de régler le gamma, et il y a des petites étapes à suivre donc pour arriver à ajuster le HDR correctement. Donc là on est sur le film Aquaman, le premier. Alors pourquoi ce film là? Parce qu'il y a pas mal de scènes test qui permettent d'ajuster le niveau des noirs, le clipping, donc choisir le bon DTM ou le bon tone mapping si on repasse en mode manuel. Donc on va commencer par passer les différents menus. Donc là tout est revenu par défaut. Alors la première chose à faire, c'est d'aller dans contraste. Contraste qui est au maximum. Alors moi je vous suggère de le passer à 98 sur cette gamme de vidéoprojecteurs. C'est pour limiter les problèmes de clipping. Alors c'est valable aussi en SDR. Alors pas plus bas parce que ça évite de perdre en dynamique de l'image. Brightness, il ne faut pas y toucher. Color, hue, donc la hue c'est la teinte, on n'y touche pas non plus, puisque si on touche au CMS, tout ça c'est ajusté. La température de couleur, évidemment, par défaut des 65. Le sharpness, bon ça c'est les détails, on fait un peu ce qu'on veut. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est dans le Cinema Black Pro, sachant que Reality Creation, c'est pareil, c'est de la netteté, c'est du détail, donc c'est pas bien grave. Alors on va revenir sur les deux paramètres Dynamic HDR Enhancer et HDR Tone Mapping un peu plus tard. D'abord on va ajuster le laser. Alors le laser, il faut évidemment le mettre sur max, puisqu'on est en HDR. Et vu que le Bravia 7 est assez silencieux, ce ne sera pas un problème de laisser le laser au maximum. Et on va jouer sur la dynamique, donc le contrôle dynamique du laser. Là, par défaut, il est mis sur full. Alors c'est valable si vous avez une image très lumineuse, c'est-à-dire un écran de taille raisonnable, avec un gain de 1, voire un gain supérieur à 1. Alors, par défaut, on va le mettre sur off si on a un très grand écran, donc avec un gain qui n'est pas élevé, ou avec un gain qui n'est pas élevé. Donc ça va dépendre de la luminosité de l'image. Par défaut, on va le mettre sur Limited. Donc on va sortir et on va d'abord ajuster le gamma. Alors quand le gamma est sur off, sur Sony par défaut, c'est une sélection 2.2. Bon là, le smooth gradation, donc c'est la correction du bending. Allez, par défaut, on le met sur off. Tout le reste sur off, donc tout est bon. Donc la correction de gamma. Bon, quand on change le gamma, on voit que sur certaines valeurs, ça s'assombrit et ça s'éclaircit. Alors pour travailler sur de bonnes bases, sur cette gamme de vidéoprojecteurs, si on ne retouche pas le gamma manuellement avec le logiciel de calibrage Sony, qui est sur le PC, il vaut mieux se mettre sur 2.1. Donc ça va correspondre en situation à un gamma entre 2.0 et 2.1. Alors je sais que normalement la norme c'est 2.2 ou 2.4, mais comme on veut préserver les informations dans les basses lumières, 2.1 d'une manière arbitraire, c'est pas mal. On va vérifier que la sélection automatique du HDR est bien sur HDR10 et pas sur HDR référence. Pour mémoire, HDR10 c'est la gestion globale du HDR. HDR référence, c'est pour les films qui sont étalonnés jusqu'à 1000 nits. Donc si on passe dessus, voilà, on voit que l'image devient grisâtre. Donc là, on va rester en HDR10. C'est un peu plus universel. Donc c'est le paramètre à préférer quand on utilise le DTM de chez Sony. Donc là, on a fait la base. L'espace de couleur BT2020 qui est sélectionné automatiquement, donc ça c'est bon. Et l'input lag, alors ça n'a rien à voir avec le HDR, mais moi je vous suggère d'activer l'input lag pour avoir une image plus fluide et naturelle, donc sans l'apport du motion flow. Ça c'est personnel.
Ensuite, donc on revient sur les réglages de base, donc tout est bon, on sort de là, on analyse l'image, on se rend compte sur cette scène que on a toutes les informations. Il y a des détails dans les noirs, les spéculaires sont bien exprimés, donc là tout va bien, on a une base de travail qui est valable. Donc ça explique pourquoi choisir un gamma en HDR sur les nouveaux vidéoprojecteurs Sony. On va changer de scène, parce que là, on a plus ou moins ajusté le niveau des noirs. Et on va passer à la fameuse rosace, donc, qui permet de régler les hautes lumières. Et pour l'instant, c'est pas mal par défaut, puisqu'on a un mode DTM qui est sélectionné par défaut. Voilà, là, on a la rosace, et c'est pas mal du tout. Alors, on va rentrer dans le menu de réglage. Voilà. Donc, on voit les deux paramètres supplémentaires. Alors, on va commencer par jouer du tone mapping. Alors, le mode 1, on va le sélectionner. Donc ça, là on s'en rend pas trop compte, mais le mode 1 permet de préserver un maximum de luminosité dans les hautes lumières. Donc si vous avez un écran de grande taille ou un écran avec un gain faible, c'est le mode qu'il faudra privilégier. Si vous êtes dans une pièce de vie par exemple, avec un écran technique qui a un gain de 0,6 ou de 0,8, c'est ce mode-là qu'il faudra utiliser pour préserver les spéculaires, donc l'expression des hautes lumières. Le mode 2, c'est le mode par défaut. Donc c'est le mode qui va être polyvalent en salle dédiée. Le mode 3, on le voit un petit peu là sur l'écran, alors peut-être un peu moins sur le film, mais il a tendance à assombrir l'image. Donc c'est le mode DTM le plus agressif. Donc ici, puisque j'ai une image de taille quand même assez, alors pas très très grande, mais j'ai un gain de 0,85. Alors moi personnellement, je mettrai sur 1. Vous, par défaut et par sécurité, il faudra sélectionner le mode 2. Il reste donc à ajuster le Dynamic HDR Enhancer. Alors ça, c'est un outil qui permet en fait d'améliorer le contraste intra-image de manière électronique. Donc si on le met sur off, on voit que l'image elle est moins contrastée. Et à mesure de montée, on accentue les écarts de valeur entre les parties très lumineuses et les parties sombres. Alors par défaut, moi je préfère le mettre sur middle. High, c'est éventuellement quand on a du LLDV sur un profil statique. Voilà. Donc les conseils, on va reprendre un par un. Donc c'est bateau, hein, c'est pas, ce sera affiné au cas par cas. Donc la gestion dynamique du laser sur limité, la puissance du laser sur max, la gestion dynamique du contraste, donc le Dynamic HDR Enhancer sur middle, et le HDR Tone Mapping sur mode 2. Le contraste à 98, alors vous pouvez vous balayer entre 95 et 98, hein, et si vous voulez récupérer un petit peu de pêche lumineuse, vous pouvez le remettre sur max. Mais ce sera au détriment d'un peu de clipping. On le voit là, si j'augmente, les blancs reprennent de l'éclat, mais on perd un petit peu de détail. Tout le reste, on n'y touche pas. Des 65 en température de couleur, évidemment. Donc le gamma 2.1 et évidemment le HDR en automatique HDR10 avec la sélection automatique du BT20. Alors, si vous voulez faire un réglage manuel, supposons que vous voulez gérer du LLDV. Donc avec le LLDV, il faudra se passer du DTM du vidéoprojecteur Sony. Donc vous vous mettez sur Off. Voilà. On retrouve les anciennes appellations. Contraste devient contraste HDR. Et c'est la position du tone mapping. Alors, dans ce cas-là, on va avoir toujours intérêt à rester sur le Dynamic Enhancer. Donc pour le contraste, sur middle, donc sur la position médiane.
Contraste HDR, si on le monte, on voit ce qui se passe. À mesure qu'on monte, ça clip. On récupère en puissance lumineuse, mais on perd en information. Donc, en général, il faut être aux alentours des 80. On peut être en dessous, si on a une image de petite taille très lumineuse, mais pas au-dessus. Après, ça clip un peu trop. On prend le risque de perdre de l'information dans les hautes lumières. Le gamma, on a toujours le gamma, donc l'effet du gamma, ce sera toujours le même. À mesure qu'on le module. Donc on va rester sur 2.1. Et la sélection du HDR, toujours entre HDR10 et HDR référence. Et si on passe sur référence, on récupère beaucoup d'informations, mais on va perdre en moyenne luminosité. Donc ça, c'est un choix à faire, suivant les films, puisque là, on est en mode manuel. On revient à l'ancienne méthode. Bon, là, ça marche quand même pas mal, c'est vrai. Mais si on regarde une scène sombre, elle risque d'être assombrie. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. On a quand même pas mal à assombrir l'image. On récupère en information, mais on perd en contraste. Donc ouais, ça c'est encore des réglages qui sont à faire au cas par cas en fait. Là, vous allez peut-être préférer rester en HDR référence, même si ça ne correspond pas à Aquaman. C'est vrai qu'on a un peu plus d'informations. À ce moment-là, on revient en arrière. Et puis on peut changer le gamma. Voilà, on passe. Par exemple là, le gamma qui serait un petit peu, qui serait plus adapté, ça serait 2.0. Voilà, on va reprendre. Bon, ça c'est pour le cas d'Aquaman, donc ça sera peut-être pas valable pour tous les films. En tout cas pour les films en 4000 nits, ça fonctionne. On va vérifier la gestion dynamique du contraste. Voilà, on peut effectivement la mettre sur haut. Ça permet de récupérer de l'information. Je vais repasser une scène lumineuse pour voir si ça a une incidence. Alors c'est sûr que là, on va me dire, oui, mais ce serait mieux de régler sur des mires, c'est vrai. Mais des mires qui correspondent à ce qu'il faut faire en HDR, il n'y en a pas vraiment. Surtout quand il y a de la complexité comme ça. Alors sur du statique peut-être, mais en tout cas sur du DTM, on ne peut pas utiliser de mire puisque les choses vont travailler intra-image. Et même en statique, puisque chez Sony il y a des outils qui travaillent le contraste. Et là il faut une image composée, sinon ça ne marche pas. Voilà, on va rester comme ça. On va vérifier l'incidence en mode statique. On peut valider. Donc là, en mode statique sur un film 4000 nits, enfin dans un écosystème HDR 4000 nits, on peut éventuellement retenir donc toujours le laser dynamique surlimité, puissance maximum, le Dynamic HDR Enhancer sur haut ou middle, au choix. Donc le tone mapping sur off, puisqu'on a voulu passer en manuel. Le contraste HDR, on va le remoduler pour voir ce qui se passe. C'est pas bon. Il vaudrait mieux redescendre. Et 80, c'est le point milieu. Tout ça, ça n'a pas changé. Le gamma, au lieu d'être à 2.1, il est sur 2.0. Voilà. Et le HDR, toujours sur HDR10. Alors là, on l'a vu sur un film qui est standard. On va maintenant essayer de faire quelques tests sur ce qui correspond à l'extrême. Donc la fameuse scène des chevaux qui se trouve sur le Blu-ray de Spears and Moonsil. Alors j'ai mis le Blu-ray de test Spears and Moonsil sur lequel il y a la fameuse scène des chevaux et j'ai choisi sa version la plus élevée en termes d'étalonnage, donc la plus compliquée à reproduire, donc celle qui est indiquée 10 minutes. Là on s'en rend compte, il manque pas mal d'informations. Je suis revenu par défaut et on va voir ce qui se passe. Donc là c'est vraiment un test de performance, c'est pas un test
de mise en condition, puisque des films qui sont étalonnés jusqu'à 10 minutes réellement, enfin, moi personnellement, je n'en connais pas. Alors, les premières choses à faire, on va mettre le laser sur l'unité, on le laisse au maximum. On va regarder ce que fait la gestion dynamique du contraste. On va laisser sur middle. Et on va bouger le mode de tone mapping. Donc on va passer sur 1. On voit que ça clip encore plus, puisqu'on va aller chercher davantage de puissance lumineuse au détriment des détails. On va repasser à 2. Et on va passer à 3. Et là, on commence à découvrir les détails du fond. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'informations dans l'image. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'on arrive à faire quelque chose de fonctionnel. Alors, je vais bouger le contraste. Je vais exagérer. Donc on voit qu'en bougeant le contraste, on récupère encore de l'information. Alors on va aller au point milieu. Le point de rupture. Donc là où on est, voilà, c'est 95. 95, on a récupéré pas mal d'informations sans trop sacrifier de puissance lumineuse. Et un petit peu quand même. Alors ça, c'est une étape à faire comme ça. C'est vraiment, là on fait vraiment un essai. C'est pas, encore une fois, c'est du test de performance. On n'est pas dans un cas de figure d'optimisation fonctionnelle. On change le gamma. Donc en gamma 2.6, évidemment, on récupère un petit peu de dureté dans les basses lumières, donc on récupère de l'information. Mais si on se met sur une sélection fonctionnelle de 2.1, on est quand même pas mal. On va voir ce qui se passe quand on passe de HDR10 à HDR référence. Forcément ça clip, puisque là on est très loin des minutes. Donc là ça nous permet quand même de comprendre comment les choses fonctionnent. Et si je mets sur off, donc le tone mapping sur off, qu'est-ce qui se passe? Évidemment ça clip, puisqu'on revient à un mode manuel. Alors ça c'était ce qu'on avait avant sur les vidéoprojecteurs Sony. Donc on se rend compte que là on n'est pas bon. Alors il faudrait baisser le contraste HDR de manière conséquente. Et si on le baisse de trop, par exemple aux alentours des 40, on récupère de l'information, mais on perd aussi en luminosité. Donc là, on voit bien l'intérêt du DTM sur les nouveaux vidéoprojecteurs Sony, puisque ça résout des situations comme ça. On va voir si on arrive à refaire les choses correctement en touchant aux différents gammas. Ah non, ça change rien. Et si on passe en HDR référence, ça va être encore pire. Donc pour se rendre compte de l'efficacité du DTM sur les vidéoprojecteurs Sony aujourd'hui, je vais le réactiver. Voilà, on retrouve toute l'information nécessaire. Alors, je vous propose une autre expérience, donc le même contenu, mais cette fois-ci sur un max lum 4000 nits, donc quelque chose d'un petit peu plus, probant, d'un petit peu plus fonctionnel. Donc là on est sur les réglages par défaut. Maintenant on a un petit peu compris comment les choses fonctionnent. Donc on vérifie la position du laser. Bon. Est-ce qu'on augmente? Non. On va repasser là pour l'occasion sur le mode 3. On va baisser le contraste. On retrouve de l'information.
Ensuite, on va aller regarder ce qui se passe quand on touche au gamma. De 1, c'est pas mal. Et du coup, on va retourner sur le réglage du tone mapping, voir si on peut passer sur 2. Alors non, toujours sur ce contenu-là, il va falloir rester sur le mode 3. Et c'est vrai que c'est malgré tout un exercice assez compliqué. Si on change le mode HDR, qu'est-ce qui se passe? Ça clip, c'est normal. On va passer en mode manuel pour voir ce qui se passe. Ah, ça clip, c'est normal. On sort de là. Et on est toujours confronté plus ou moins au même problème. Donc il faut baisser le contraste HDR d'une manière importante. Donc ça explique une chose qui est assez évocatrice, c'est qu'en fait, peu importe le contexte HDR dans lequel se trouve un contenu, ce qui est important, c'est son étalonnage. Avec un DTM, on va arriver à retrouver le bon état de l'image, normalement, quel que soit son étalonnage. En tout cas là, c'est ce qui se passe. On a passé ce test sur un contexte 10 000 nits et maintenant 4000 nits. Et on se retrouve face au même problème. Donc ça veut dire, et ça on le sait, qu'en réalité le pic lumineux qui est utilisé pour l'étalonnage des films, c'est pas une donnée la plus importante, même si elle est importante, mais c'est aussi la luminosité moyenne. Donc là on est confronté à ce problème-là. On va repasser par défaut. Donc ça veut dire que ce test, il n'est pas toujours très probant. Donc là, la raison pour laquelle c'est important finalement d'ajuster votre HDR sur un film type qui va correspondre à ce que la post-production aura fait. Donc en général, le premier Aquaman passe bien parce qu'il a des scènes sombres et des scènes lumineuses qui sont assez contraignantes et qui sont probantes. On va essayer la même chose en 1000 nits pour voir si ça change. Voilà, donc là j'ai passé la même vidéo test, donc la même scène des chevaux, mais dans une version étalonnée à 1000 nits. Et là, donc par défaut, on se rend compte que on a quand même tout ce qu'il faut. Il n'y a pas trop à se casser la tête. On est très bon. C'est normal parce que là, du coup, le contenu est beaucoup plus facile à afficher. Donc on va repasser sur nos réglages de base. On se rend compte que 98 ça fonctionne. On est bon. Le laser, puisque j'ai fait un reset, il faut le remettre sur l'unité. Et donc là, on va être sur une optimisation du DTM. Donc on repart sur nos réglages qui seraient universels. Voilà. Avec le HDR sur HDR10 et par référence. Mais là, cette fois-ci, forcément, si on passe sur référence, ça fonctionne quand même, puisque on est dans un contexte d'étalonnage minute. Donc, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ça soit sur un film ou sur du contenu, alors là, on est sur quelque chose de passe-partout. Je vais reprendre puisque c'est ce qu'on avait vu. Donc le contraste dynamique, donc le laser dynamique sur l'unité, le laser à fond, le contraste dynamique, donc le dynamique HDR enhancer sur middle, et le tone mapping sur mode 2, avec contraste sur 98, et le gamma sur 2.1 avec une sélection HDR, HDR10. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et dans les cas extrêmes, donc là ça se produira rarement, ou alors si vous avez un écran de très grande taille,
va passer en mode 3. On se rend compte que ça assombrit l'image. Le contraste, on le passe à 95. On voit que ça passe encore, hein. Et le reste, on n'y touche pas. Alors si on passe en mode manuel, donc juste pour illustrer ce qui se passe, on perd de l'information parce qu'il faut absolument changer le mode HDR et passer en mode référence. Et là on passe en mode référence, donc on est raccord par rapport à l'étalonnage du film. On retrouve toutes les informations parce que là le contenu est étalonné en maximum 10 minutes, donc ça correspond. Voilà. Donc en fait, il va falloir que vous vous attardiez sur le contexte de votre vidéoprojecteur, donc la taille de l'image, le type de la pièce et le côté universel ou optimisé par type de contenu. Alors attention, quand vous sélectionnez le mode HDR référence, vous perdez le tone mapping. On va vérifier ça. Je sors, je vais sur Cinema Black Pro, la fonction de tone mapping a disparu. Donc attention, la fonction le tone mapping n'est disponible que lorsque vous êtes en mode HDR10, ce qui est normal puisque le HDR10 est une mode de gestion du HDR totalement ouverte sans restriction. C'est vrai que c'est un petit peu logique, un peu dommage, mais bon. C'est à noter, donc ça, ce sera une annotation dans la vidéo. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous sur notre forum pour plus d'informations sur ce vidéoprojecteur Sony Bravia Projector 7 et sur le test écrit, dans lequel vous trouverez pas mal de mesures qui vous permettront d'appréhender ce vidéoprojecteur dans votre environnement et d'avoir quelques petites astuces de mise en œuvre. Merci, à bientôt.